Oui, merci. Donc, rebonjour, hein, je m'excuse de vous imposer ma présence à nouveau. Euh, sur ça, et merci aux intervenants d'avoir repris un certain nombre d'éléments qui étaient dans ma présentation pour que je puisse aller plus vite du coup. Euh, on en entend beaucoup parler et finalement, qu'est-ce que c'est exactement que ce management libéré? Parce que ce qui a été présenté, ça marche pas ce bidule, c'est plutôt une libération partielle ou en tout cas un changement de mode de management qui a été présenté. Et quelque part, c'est un petit peu l'idée de base qui est présentée par Isaiah Getz, hein, auquel on se réfère toujours quand on parle de management libéré, hein, dans la mesure où c'est surtout lui qui a écrit, ou en tout cas qui est connu pour avoir écrit sur le management libéré. Et vous avez beaucoup parlé des dirigeants, des managers, du positionnement, et on parle de salariés dans le privé, on parlerait d'agents, hein, dans le public, pour construire un environnement dans lequel ces derniers se motivent. Et c'était un petit peu ce qui a été présenté dans le cadre d'Inès en particulier, hein, c'est comment je fais pour rendre ou amener encore plus de motivation à construire, à générer un service public qui soit de qualité, alors que je suis dans un contexte qui est quand même pas forcément favorable pour faire plus. Vous disiez faire mieux avec moins, et l'idée c'est pas de faire mieux avec moins, c'est de faire mieux tous ensemble. Et j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure. Donc nous, ce qui nous intéresse quand on parle de management libéré, c'est déjà parce que nous, on voit que ces pratiques qui sont dites innovantes, il existe un lien entre la production de l'innovation et bien sûr la performance, mais aussi l'innovation et le mode de management qui va être mis en place. Alors c'est pas parce que je vais mettre un mode de management particulier que je vais générer de la performance, mais c'est parce que je vais vouloir atteindre une certaine performance. Ça va être un des leviers, hein, de l'atteinte de cette performance, que de penser au mode de management, penser au processus par lequel je vais générer cette performance. Et un des leviers, c'est de revoir le mode de management, et c'est de le revoir, là c'est plutôt Gilbert et d'autres auteurs qui parlent de ça, c'est aussi de le revoir au regard de la population qui entre aujourd'hui dans les collectivités. Vous parliez du gap, hein, entre quelqu'un qui a 66 ans et quelqu'un qui a 18 ans dans l'animation. Effectivement, là, il y a un gap. Alors, pas toujours, parce que vous allez avoir quelqu'un qui va très bien s'adapter avec un public jeune, hein, et avec des collègues jeunes. Et souvent, quand même, on va retrouver ce gap-là. Puis c'est aussi accepter, et ça, je le dis régulièrement dans des formations, c'est accepter que la génération qui va rentrer aujourd'hui dans les tuyaux, hein, dans l'administration, ben c'est une génération qui a des attentes très particulières de transversalité, mais sans avoir atteint l'ensemble des codes. C'est aussi ce que vous évoquez tout à l'heure, et sans les avoir tous, mais en souhaitant changer de mode de travail, en pouvant, en s'exprimant, et surtout en se disant, moi je me sens pas bien ici, alors je m'en vais. Et là, on le constate depuis 2-3 ans, c'est un constat que je fais dans le cadre de mes fonctions avec le suivi des alumni de notre école, c'est que on a beau avoir des CDI, on a beau avoir un beau poste, mais on va dire non, mais moi ici, non, ça va pas le faire, je me sens pas bien. Non, moi le poste chez Carrefour, je vais pas le prendre parce que je préfère aller dans la start-up qui est là, parce que on va me permettre de m'exprimer, je vais pouvoir innover et faire des choses. Alors c'est là où on voit que dans les leviers, le salaire est pas le seul, parce que dans une start-up, c'est quand même moins bien a priori que chez Carrefour. Nous, on regarde aussi dans les variables, hein, quelles vont être les variables qui vont servir et être utiles dans la libération du management. Et on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est une notion de responsabilisation et d'autonomie. Comment je vais permettre à la fois de donner de l'autonomie, mais aussi derrière de demander une certaine forme de reddition des comptes, parce que je vais être responsable de mon action. Et derrière, pour générer un minimum de motivation. On parlait aussi du leadership, de l'importance du leadership, et de libérer, de transformer en tout cas le rôle du leader dans l'organisation. C'est-à-dire, et on le voyait encore une fois tout à l'heure, hein, dans les exemples qui étaient donnés, c'est de transformer le rôle de l'administrateur ou du gestionnaire dans un rôle d'accompagnement, et plus dans un rôle uniquement parfois de contrôle ou de vérification du travail qui avait été fait. Et ça rejoint, hein, des notions aussi de laisser faire, et surtout de délégation, c'est-à-dire de laisser faire sans se dire que si je l'avais fait moi, ça aurait été fait différemment. Oui, ça aurait été différemment, peut-être plus vite, mais puisque c'est différent, c'est là où il va y avoir un intérêt particulier.
Ensuite, vous en avez tous parlé, hein, du sentiment de justice organisationnelle. On va être traité de la même façon, on l'a vu dans les chartes de management. C'est comment moi je suis considéré et quelle est la justice que je retrouve derrière dans le traitement de ma propre situation, dans mon engagement, dans ma fonction. Et puis le climat organisationnel, c'est améliorer le climat organisationnel en faisant tomber un certain nombre, ou en tout cas en faisant tomber un petit peu le carcan qu'on trouve dans un certain nombre de collectivités locales. Merci. Et des variables qui sont, elles, plutôt organisationnelles, avec le passage, je l'évoquais, d'un mode de contrôle vers plutôt un pilotage, c'est-à-dire qu'un pilotage d'ensemble, avec des valeurs, je me suis noté pendant que vous parliez, c'est pas libérer, plus avoir de chef et puis chacun fait ce qu'il veut en apportant sa pierre à l'édifice, mais il y a un plan quand même. C'est-à-dire que j'ai une structure, je vois à peu près la maison que j'ai envie de construire ou je vois à peu près le château que j'ai envie de construire. Ça veut dire partager des valeurs, on l'a vu dans les chartes managériales, mais ça veut dire aussi partager une vision commune. Parce que si on n'arrive pas à partager cette vision commune, c'est sûr que chacun peut travailler dans son coin, il n'y a pas de problème. Mais au final, il n'y a plus de cohérence d'ensemble et le service public qu'on va rendre, parce qu'il faut aussi penser à ce service public qui est rendu, parce qu'il y a une attente, il va être la plupart du temps incohérent puisqu'on n'aura pas réussi à faire ça. Donc, ça ne veut pas dire supprimer le collectif, ça veut dire le transformer en permettant à chacun de s'exprimer, à construire collectivement un certain nombre de processus, de politique publique ou de services. C'est des notions de gouvernance participative, je l'ai évoqué dans la première table ronde, mais à nouveau ici, nous on s'intéresse à ces notions de gouvernance participative, d'intégration bien sûr de l'ensemble des agents dans les groupes de travail, mais aussi de la population, pour aller définir un certain nombre de services publics. On retrouve des notions de design thinking qu'on évoquait dans la première table ronde. C'est passer d'une bureaucratie qui est plutôt verticale à une certaine horizontalité à travers la gestion de projet. Et là, c'est cassé aussi, on parlait aussi de tube, hein, on parlait de l'orgue ce matin, c'est de réussir à faire de la musique, mais sans se poser la question du tube qui est actionné pour que ça fasse une belle mélodie, c'est réussir à jouer toutes les notes ensemble. Et puis, sur les processus organisationnels et l'apprentissage organisationnel, c'est comment aussi on arrive à générer de l'apprentissage en ayant chacun la volonté, le souhait de pouvoir être libéré, de travailler différemment. Ça ne veut pas dire que les processus vont disparaître, ça veut dire qu'ils vont être transformés et ça veut dire qu'on va générer de l'apprentissage organisationnel. Mon collègue Christophe Favoreux évoquait cette notion-là tout à l'heure, dans l'organisation de manière différente et on va emmagasiner des compétences nouvelles, on va emmagasiner des connaissances nouvelles. Sur les modalités, je vois que David me fait accélérer, donc je vais parler encore plus vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments clés. J'ai évoqué le processus de changement, un processus de changement structuré. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas décréter, vous l'évoquiez tout à l'heure, on va changer, soyez libre. Ce n'est pas vive le Québec libre, là, quand on arrive dans la collectivité pour mettre ça en place. C'est voilà, on va s'y mettre ensemble. Alors, il va y avoir des volontaires, comment vous avez dit non, vous n'avez pas dit désigner. Pressentis, j'ai trouvé que c'était encore plus vicieux. Donc des pressentis, on va le garder celui-là. Mais on va avoir un processus, c'est-à-dire qu'on va savoir où on veut à peu près aller et je vais communiquer, associer, avoir vraiment l'appui de la hiérarchie pour pouvoir transformer. C'est repenser le rôle des managers et ça veut dire aussi former ensemble les managers qui vont changer de leur rôle d'administrateur à pilote et enlever un certain nombre de fonctions de contrôle qui apparaissent comme inutiles. Sur la pointeuse à 8h01 et pas à 8h05 par exemple, sur le contrôle d'un certain nombre de petites choses comme ça qui sont des irritants, moi j'appelle ça des irritants du quotidien, et qui tombent assez facilement quand on réunit la première fois l'équipe et ils disent mais qu'est-ce qui te bloque dans ton travail ? Il y a ça, parce qu'on m'empêche d'arriver à 8h10 alors que ça gênerait personne si j'arrivais à 8h10, parce qu'on est dans ce système un petit peu figé, donc ça suppose de repenser ça. De recréer de l'autonomie dans des petits groupes qui peuvent travailler ensemble. Vous évoquez, constitue ton projet. C'est exactement ça. Voilà, tu veux faire ça, ok, va créer ton projet, va chercher un groupe, travailler de manière autonome et puis on en reparle quand ça a avancé. C'est entraîner la participation, c'est de la démocratisation de l'innovation. Et derrière, l'utilisation, et je le voyais dans l'ensemble des photos qui ont été diffusées, c'est l'utilisation de pratiques innovantes ou en tout cas différentes.
parce que la première fois où vous mettez des gens face à une pile, je l'ai fait par exemple avec, non pas des étudiants, mais pas des personnels administratifs, mais des étudiants face à une pile de magazines, et puis en leur demandant « Allez chercher là-dedans, racontez-moi votre vie avec des images de gala, voici VSD », avec des mots. Ça met une bonne heure avant de se dire « Allez, on y va, j'ose découper le magazine ». Déjà rien que ça, découper le magazine, vous ne vous rendez pas compte, VSD, très important. Donc c'est ce qu'on va chercher derrière, c'est travailler sur ces pratiques innovantes qui sont un levier de l'innovation et qui sont un levier de la performance derrière qu'on va vouloir générer dans l'organisation. Alors, pour faire vite et pour conclure, les impacts qu'on regarde aujourd'hui, qu'on analyse aujourd'hui et qu'on observe, c'est que finalement, il faut repenser collectivement et passer du contrôle au pilotage, mais ça, finalement, on a l'impression qu'on le redit parce que ça fait 30 ans, moi je vois la littérature depuis plus de 30 ans qui dit qu'il faut absolument qu'on arrive sur du pilotage. Oui, mais il faut réussir à déterminer cette vision collective. Comment on va faire pour la déterminer? Parce qu'on va se mettre autour d'une table et qu'on va laisser tout le monde parler. C'est redonner du sens au travail, ça a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, je l'ai entendu, mais c'est essentiel, c'est plus F2, F2 entrée. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des jeunes que vous allez pouvoir recruter dans vos collectivités que ça ne va pas déranger, mais il y en a un paquet qui vont dire « mais je ne comprends rien de ce qu'ils font là-dedans ». C'est nul, et ça ne va pas marcher. Et faire du lien entre les agents et les parties prenantes. Et c'est se servir aussi des agents comme des leviers aussi d'analyse et de compréhension de la population, parce que la plupart du temps, ce sont eux qui sont au contact de la population et qui connaissent les évolutions à apporter sur leur métier et en tout cas sur le service à rendre. Mais derrière, bien sûr, on a quelques limites, elles ont été évoquées, hein, parce qu'on passe pour Madame Bisounours, parce que tout d'un coup, les syndicats qui disent « Attendez, vous allez peut-être nous expliquer ce que vous faites, parce que là, vous allez passer sur un mode non plus d'horaire, mais d'objectifs ». Et donc ça fait peur, parce que s'il n'y a plus d'horaire et qu'il n'y a plus que des objectifs, on peut exploser les heures. Mais c'est aussi le choix de l'agent, et le choix de l'agent, ça va aussi avec la possibilité de l'agent de dire non. Et qu'en face, on accepte que l'agent dise non parce qu'il y en a trop. Donc ça aussi, c'est des éléments de transformation de l'action publique. Et on va aller chercher ailleurs que la rémunération, parce que vous l'aurez constaté, hein, les leviers à actionner pour augmenter ou diminuer parfois, pourquoi pas, la rémunération, c'est pas possible, contrairement si vous regardez les exemples hein, d'entreprises libérées, Poult, Chronoflex, la première réflexion, c'est on partage le gâteau. Là, le gâteau, j'ai vu que la cerise était dedans dans la première table ronde, mais il ne reste plus que les noyaux, donc ça va... Mais voyons le côté positif, avec les noyaux, je peux replanter un cerisier. Donc il faut... Je l'ai trouvé à l'instant, en fin de journée, c'est pas mal. Il faut donc rechercher ailleurs, reconnaissance, sens au travail, justice organisationnelle, autant de leviers qui sont activés pour donner du sens et pour permettre la libération de l'organisation. Et une des critiques majeures qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, et là en vous écoutant, je me dis c'est encore jeune tout ça, est-ce que ça va pouvoir aller plus loin? Parce que on est à presque 1000 ans de bon fonctionnement de l'administration, bien rigide, bien droite. Est-ce que ce qui est présenté aujourd'hui, ça va tenir plus que 10 ans? Et ça, on ne le sait pas encore, donc c'est difficile de prouver que ce qui est fait aujourd'hui pourra marcher. Et je conclurai sur une analyse qu'on a fait déjà depuis plusieurs années sur les déviances, dont j'ai aussi déjà parlé tout à l'heure. Les déviances potentielles de la démarche, elles sont positives, c'est-à-dire qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas attendues dans l'organisation. Tiens, on met en place le projet et tout d'un coup, il y a un collègue qui dit « mais tiens, moi je ne suis pas formé sur ça, je pourrais aller faire un master, par exemple MPCL, Management Public Local à l'Université de Pau parce que ça m'a bien plu. Tiens, pourquoi pas, ça pourrait être une déviance des EIT d'aujourd'hui. » Donc positive. Et puis ça pourrait être des déviances aussi négatives de personnes qui vont se cacher derrière les autres, de personnes qui vont attendre que le travail soit fait parce que oui, il n'y a plus de contrôle, je vais me cacher derrière l'autre. Et là, la régulation du groupe, ça fait aussi peser sur le groupe le contrôle et l'autocontrôle, ce qui peut être difficile à vivre pour les agents, et c'est pour ça qu'un accompagnement dans le temps, ça se fait. Je répète que dans les collectivités, quand on met en place quelque chose, David disait tout à l'heure, on veut passer de 0 à 100, tout de suite, on veut tout transformer. Il faut se laisser le temps parce que parfois, ça prend 5, 8, 10 ans, on le voit sur certaines pratiques avec des collectivités avec lesquelles on travaille, pour que ça mature, pour que ça fonctionne, et puis qu'en fait, ça rentre. Et je terminerai sur ça, dans les routines organisationnelles au sens de Lewin, de recristalliser sur des choses qui ont été transformées. Merci Pierre.